Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. 8h40, très exactement, ce matin sur Studio Kalita, lors de la revue de la presse et des médias israéliens. Une revue de la presse que nous allons débuter par un titre qui fait la une du Yediot Aharonot, une nouvelle polémique, cette fois entre le compositeur israélien Yonatan Geffen et le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman. Quelques explications. Yonatan Geffen, qui n'en est plus, on peut dire, à une provocation près, a écrit une chanson dans laquelle il compare la jeune palestinienne Ahed Tamimi à Anna Frank et Hana Senesh, deux héroïnes de l'histoire du peuple juif du XXe siècle. Ahed Tamimi, si vous l'avez oublié, eh bien c'est cette jeune fille palestinienne blonde qui se livre elle-même à des provocations devant des soldats et officiers de Tzahal en Judée et en Samarie et qui est actuellement détenue en garde à vue pour avoir giflé, on le sait, un officier israélien qui stoïquement n'avait pas répondu à ces provocations, entre autres parce qu'il savait qu'il était filmé. Alors sur les faits d'abord, de nombreux artistes et des personnalités politiques qui sont pourtant des admirateurs de Yonatan Geffen n'ont pas manqué de critiquer le mauvais goût de cette chanson. Et ils ont affirmé que la comparaison entre Tamimi et Anne Frank ou Hana Senesh était choquante, mais le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, est allé plus loin, certains diront trop loin. Il a interdit à la radio de l'armée israélienne Galei Tzahal de diffuser des chansons de Yonatan Geffen, ce qui est perçu par les artistes israéliens comme une atteinte à la sacro-sainte liberté d'expression. À cela s'est rajouté le conseiller juridique du gouvernement, le docteur Avichai Mendelblit, qui a affirmé qu'il n'était pas dans les prérogatives du ministre de censurer un compositeur et de l'empêcher d'être diffusé sur les ondes de la radio de l'armée israélienne. Voilà comment nous avons donc notre polémique du jour, notre débat avec ses partisans et ses opposants. Et voilà surtout comment, au lieu de débattre, on va dire, de la scandaleuse comparaison de Yonatan Geffen, eh bien on se préoccupe un peu plus, avant tout dans la presse et les médias israéliens aujourd'hui, de la liberté d'expression. Dans le Yediot Aharonot, Yoaz Handel est celui qui redéfinit les contours de ce débat. Il s'intéresse justement à Yonatan Geffen. Il écrit que le compositeur, il écrit comme cela: le jeune compositeur qui était particulièrement brillant et qui a composé certaines des chansons les plus célèbres de l'histoire d'Israël, comme par exemple Ayalda Achi Yafa Bagan ou Yonatan Sa'abaita ou encore Atem Zochrim et Ashirim. Ce même Yonatan Geffen qui a donc composé, lorsqu'il était jeune, de très jolies chansons, est devenu un homme aigri et coléreux, écrit ce matin Yoaz Handel dans le Yediot Aharonot, qui donne l'impression, un homme aigri et coléreux, qui donne l'impression de ne plus aimer l'État d'Israël. Sa comparaison est une sorte de mode qui se propage dans l'extrême gauche israélienne, selon laquelle toute décision israélienne est à prendre en comparaison avec ce qu'ont fait les nazis et la Shoah. Mais en même temps, Yoaz Handel estime que Lieberman n'avait pas besoin de censurer Yonatan Geffen sur Galei Tzahal. Il se serait contenté d'une vive critique, peut-être par exemple sur Facebook. L'annonce de Lieberman est une stupidité d'autant plus grande que, selon le conseiller juridique, il n'a même pas le droit de concrétiser cette promesse de censurer Yonatan Geffen dans Galei Tzahal. Et Yoaz Handel de renvoyer Geffen et Lieberman dos à dos en affirmant que, contrairement à ce que dit l'extrême gauche israélienne, la démocratie israélienne est bel et bien solide et que ce n'est ni un compositeur israélien ni un politicien israélien qui réussiront à l'affaiblir. Fin de citation donc de cet éditorial de Yoaz Handel qui résume donc d'une certaine manière cette polémique qui fait rage dans les médias, dans les sites d'information et dans la presse israélienne. Tous les quotidiens et les sites reviennent également ce matin sur la fin de la visite du vice-président américain en Israël. Mike Pence est dans la région. Le vice-président et son épouse ont quitté Israël hier en fin d'après-midi après une seconde journée de visite placée sous le signe de l'émotion et de la foi. Après avoir rencontré le président Reuven Rivlin, le vice-président américain s'est d'abord rendu au mémorial du Yad Vashem et ensuite au Kotel, au mur occidental, pendant 3 heures. L'esplanade du Kotel, qui est ouverte, on le sait, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a été interdite d'accès au public pour accueillir, comme il se doit, le vice-président américain. Celui-ci a donc été accueilli par le grand rabbin du Kotel et des lieux saints
israélien, le Rav Shmuel Rabinovitch, qui l'a conduit devant le mur. Comme le veut la tradition, Mike Pence a glissé dans les interstices du mur un message et il a ensuite écrit dans le livre d'or de la Fondation pour la préservation du Kotel les mots suivants. « Cela a été pour moi un grand honneur de prier devant le mur. Ma foi s'est renouvelée. Le rabbin Rabinovitch a offert au vice-président américain une Hanoukia et on a noté la présence derrière le vice-président du conseiller au Proche-Orient, Jason Greenblatt, qui d'ailleurs vient prier au Kotel dès qu'il est en Israël, c'est-à-dire très souvent, et de l'ambassadeur des États-Unis, David Friedman, qui lui aussi est un habitué du mur occidental. Et le Hamas, dans une réaction sans surprise, s'est empressé d'affirmer, je cite, que Mike Pence avait, je cite, souillé El-Aqsa. El-Aqsa, qui donc, selon le mouvement terroriste palestinien, n'est pas seulement la mosquée sur l'esplanade du Mont du Temple, qui n'est pas seulement également l'esplanade du Mont du Temple elle-même, mais c'est désormais aussi, pour ces Palestiniens, l'esplanade du Kotel. Pourquoi se gêner, n'est-ce pas? Le mouvement terroriste n'en est pas à un mensonge près. Le Israël Hayom affirme en titre ce matin en page 7 que Washington et Ramallah ont totalement coupé les ponts depuis le 6 décembre dernier, date de la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Et ce, en dépit de cette rupture. Et en dépit de cette rupture, on affirme côté américain que le président Trump est déterminé à présenter dans les prochains mois son plan pour un règlement du conflit israélo-palestinien. Ceci étant, après avoir rencontré à Jérusalem le vice-président américain, Binyamin Netanyahou s'est envolé hier soir pour Davos, où il participera au Forum économique international, où il rencontrera à nouveau le président américain Donald Trump, une rencontre prévue demain au cours de son séjour de 3 jours dans la célèbre station de ski suisse. Monsieur Netanyahou s'entretiendra également avec Angela Merkel, Emmanuel Macron, le président ukrainien Poroshenko et le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Il devrait également rencontrer des patrons de grands consortiums internationaux et il donnera une conférence sur l'économie israélienne qui se porte bien comme on le sait, qui est l'un des sujets de prédilection du Premier ministre israélien. Les Hadashot, qui présentent le journal du soir sur les chaînes 12 et 13, anciennement la seconde chaîne de télévision, ont ouvert leur journal hier soir sur un développement important lié aux affaires du Premier ministre Binyamin Netanyahou, aux affaires judiciaires. Selon les informations fournies hier soir par les Hadashot, Avichai Mendelblit hésiterait concernant une inculpation du Premier ministre dans les dossiers 1000 et 2000. Le conseiller craint en effet qu'une inculpation qui n'aboutirait pas à coup sûr à une condamnation par un tribunal israélien provoquerait un véritable tremblement de terre au sein du parquet israélien et risquerait de remettre en cause totalement la crédibilité de ce parquet et à travers lui de la justice israélienne. Selon ces informations, il n'y aurait pas actuellement d'éléments dramatiques dans ces dossiers 1000 et 2000 qui justifieraient à coup sûr une condamnation par la justice de M. Netanyahou. Et c'est la raison donc des hésitations et de la prudence actuelle du conseiller juridique du gouvernement. Enfin, hier, la radio israélienne avait avancé que le conseil juridique du gouvernement avait décidé d'unifier les deux dossiers 1000 et 2000. Elle maintient, la radio israélienne, cette information, mais apparemment il ne s'agit pas d'une information tout à fait précise puisque selon la presse israélienne de ce matin, les deux dossiers devraient rester séparés quant aux recommandations de la police et à la décision du conseiller juridique du gouvernement, une décision qui est attendue pour les prochaines semaines. Le Israël Hayom consacre, lui, sa manchette à la décision qui fait trembler l'état-major de la police. L'inspecteur en chef, Ronnie Rittman, a décidé de quitter précipitamment la tête du département des investigations 433, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, puisque, d'une certaine manière, Ronnie Rittman est l'homme qui orchestre les enquêtes concernant le Premier ministre Binyamin Netanyahou, dont on vient de parler. Motif de cette démission de Ronnie Rittman, les soupçons de harcèlement sexuel qui pèsent contre lui et les recommandations de la Cour suprême qui avait exprimé son étonnement face à la décision du patron de la police, Ronnie Alcher, de cautionner Rittman et de ne pas exiger immédiatement sa démission. Finalement, lorsqu'il a senti que l'étau se resserrait sur lui, Rittman a pris les devants. Il a demandé au patron de la police d'être muté dans un autre département. Seul problème, la femme officier de la police qui accuse formellement Rittman de l'avoir harcelé ne comprend pas que Rittman ne soit pas limogé purement et simplement de la police. En agissant ainsi, il n'endosse pas ses responsabilités, ont affirmé les avocats de la plaignante. Rittman, lui, affirme qu'il n'a pas la force, je cite, de lutter contre les moulins à vent.
Tous les quotidiens israéliens annoncent en évidence ce matin la décision du parquet, et bien encore le parquet israélien, de demander la réouverture de tombes d'enfants yéménites qui ont disparu ou ont été retirés à leurs parents aux premières années de l'État d'Israël. Il s'agit bien entendu de cette douloureuse affaire des Yaldé Théman, des enfants yéménites dont on reparle régulièrement. Et donc, à la demande de 17 familles dont les enfants ont disparu, les tombes d'enfants seront rouvertes afin d'y prélever des échantillons d'ADN permettant de vérifier s'il y a bien un lien familial entre ces enfants et les familles plaignantes. Pour l'avocat de ces familles, les vérifications génétiques, pour la première fois depuis l'origine de cette douloureuse affaire, sont un pas de plus dans la recherche de la vérité. Et puis nous terminerons cette revue de la presse par le Yediot Aharonot qui nous indique que la neige sera peut-être au rendez-vous à Jérusalem en cette fin de semaine. Mechakim les Sheleg, on attend la neige prévue sur le Hermon dès ce soir, mais également sur le Golan, en Galilée, et donc peut-être à Jérusalem où il n'a pas neigé sérieusement, il faut bien l'avouer, depuis 2 ou 3 ans. Le Yediot nous montre ce matin un enfant en train de jouer dans la neige du Hermon, et bien entendu on espère que cette neige se propagera sur les hauteurs du territoire israélien, en particulier dans la capitale, qui, vous le savez, est toujours très belle lorsqu'elle est recouverte d'un manteau de neige. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Dans quelques instants, nous serons avec Eli Kling pour parler justement de la visite, en marge de la visite de Mike Pence. Nous parlons de la relation ambivalente entre le judaïsme et les évangélistes, dont Mike Pence est l'un des représentants éminents. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.